Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier de quelle manière la Seconde Guerre mondiale transforme le régime républicain et la vie quotidienne des Français durant l'occupation. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. La France entre en guerre le 3 septembre 1939 alors que l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Toutefois, les premiers combats n'ont lieu que 9 mois après. C'est la drôle de guerre. Les hommes mobilisables sont appelés mais restent cantonnés en France. Les généraux décident d'attendre derrière la moderne et toute fraîche ligne Maginot. La bataille débute réellement le 10 mai 1940 par l'invasion de la Belgique et des Pays-Bas et arrive sur le territoire français aux alentours du 20. Le 14 juin, les blindés allemands entrent à Paris alors que le gouvernement s'est enfui à Tours 4 jours plus tôt. Le 16 juin, le gouvernement se réfugie à Bordeaux. L'armée connaît une lourde défaite après plusieurs batailles. Les armées françaises capitulent ou sont évacuées via Dunkerque. Les chefs de guerre français, Weygand et Pétain, veulent l'armistice. Philippe Pétain est appelé au pouvoir le 17 juin et demande aux Allemands de signer la paix. Il quitte alors Bordeaux pour rejoindre le Parlement qui s'est installé à Vichy. Le 22 juin, à Rotonde, l'armistice est signé. La bataille de France est certes rapide et éclair, mais elle n'en est pas moins meurtrière et dévastatrice. Ainsi, à la signature de l'armistice, on compte près de 60 000 soldats morts au combat et 1 800 000 prisonniers. Du côté des civils, les bombardements ont provoqué la mort de près de 21 000 personnes. Les combats font fuir les civils devant l'avancée éclair des troupes allemandes qui n'hésitent pas à tirer sur les files de civils qui fuient les villes. C'est l'exode. Les civils payent le plus lourd tribut dès les premiers mois de la guerre. Les conditions de l'armistice sont très dures pour la France. La France est coupée en 5. Une zone occupée au nord de la Loire, le nord de la France et la région de Lille sont intégrés à l'administration militaire de la Belgique et du nord de la France. L'Alsace et la Lorraine sont intégrés au Reich. Enfin, une partie de la Savoie et des Alpes-Maritimes sont occupées par les armées italiennes. Une zone libre sous le commandement du régime de Vichy. Les prisonniers, quant à eux, sont envoyés en Allemagne. La France doit entretenir l'armée d'occupation en versant 400 millions de francs par jour pour dédommager l'Allemagne. Une toute petite partie de l'armée est autorisée en zone libre et l'armement le plus lourd est livré en Allemagne. L'aviation et la flotte, quant à elles, sont laissées au gouvernement français. Le 16 juin 1940, le maréchal Pétain succède à Paul Reynaud à la présidence du Conseil. Le 17 juin, il demande l'armistice. Le 22, il le signe à Rotonde. Pétain et son gouvernement s'installent à Vichy. Le 14 juillet 1940, il se fait accorder les pleins pouvoirs par le Parlement afin de modifier la Constitution. Cette nouvelle Constitution n'est jamais promulguée. Il devient chef de l'État français et nomme Pierre Laval chef de gouvernement. Le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, ne sont pas dissous, mais les deux assemblées sont ajournées jusqu'à nouvel ordre et ne sont jamais reconvoquées. Pétain instaure un régime totalitaire. La République française change de nom pour devenir l'État français. Il change la devise qui devient « Travail, famille, patrie ». Cette nouvelle devise sonne comme un slogan réactionnaire, nationaliste et nataliste. L'emblème de ce nouvel État est la franciste, jusqu'alors réservée au chef de l'État, dont le pouvoir se confond désormais avec sa personne. Démonstration de la personnification du tout pouvoir. Un nouvel hymne apparaît, en concurrence avec la Marseillaise qui ne disparaît pas, mais qui, quand il est joué, est systématiquement suivi de Maréchal, nous voilà, une chanson à l'égloire du maréchal Pétain et qui glorifie son action. Ce nouvel État rétablit le délit d'opinion, ce qui permet à Pétain de poursuivre et d'arrêter tous ses adversaires politiques qui sont alors placés dans des camps d'internement. Par les lois d'exclusion d'août et octobre 1940, les juifs et les francs-maçons sont exclus de nombreuses professions. Enfin, les jeunes hommes sont embrigadés dans les chantiers de jeunesse, qui remplacent le service militaire. Pétain, fervent catholique, se rapproche de l'Église catholique romaine et permet à certains prélats de siéger lors de cérémonies officielles. La France de Vichy pratique une collaboration. Elle est économique, militaire et policière. Économique tout d'abord. Le régime est contraint de verser des réparations de guerre à l'Allemagne, tout en finançant l'occupation de la France, ce qui de fait concourt au soutien de l'économie allemande. Par ailleurs, les prisonniers de guerre, qui sont près de 1,8 million, travaillent en Allemagne pour l'Allemagne. Les entreprises françaises sont autorisées par le gouvernement de Vichy à prendre des contrats pour l'Allemagne. Ainsi, à la fin de la guerre, la France représentait près de 12% des voitures livrées et 6,5% des avions. Enfin, à partir de 1942, la mise en place du service du travail obligatoire au profit de l'Allemagne par le régime conduit près de 700 000 Français à aller travailler plus ou moins volontairement en Allemagne.
L'État français est le seul régime européen qui crée une loi pour obliger ses citoyens à partir. Dans tous les autres pays européens sous occupation allemande, c'est une ordonnance allemande qui crée cette politique. Le régime de Vichy collabore avec la police, tout d'abord en traquant les opposants, ceux que Pétain appelle les militants de l'anti-France. Il crée ainsi des polices spécialisées telles que le service de police anticommuniste ou la police aux questions juives. À partir de 1942, c'est la police française qui prend en charge la rafle des Juifs et qui encadre leur déportation vers les camps d'extermination. Ainsi, en juillet 1942, c'est la police française qui prépare, organise et arrête les Juifs recensés à Paris, les parcs au Vélodrome, le Veldiv, pour les interner par la suite au camp de Pithiviers, d'où ces prisonniers, qui sont essentiellement des familles, sont déportés vers Auschwitz. Enfin, le régime de Vichy collabore militairement. Dans l'empire colonial, les armées fidèles au régime de Vichy s'engagent à défendre les bases militaires de Dakar, Alep ou Bizerte contre les attaques britanniques. Après 1941, est mis en place par les collaborationnistes zélés la Légion des volontaires français. Ce sont 16 000 Français qui sont envoyés sur le front soviétique pour combattre. Ces collaborateurs sont alors intégrés à la division Charlemagne. En résumé, la défaite militaire éclair de 1940 est un choc. À la suite de l'armistice, la France est coupée en deux et une large partie est occupée par l'armée allemande. De son côté, la classe politique accepte de mettre fin à la Troisième République et donne les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui fait naître le régime de Vichy. Le régime de Vichy est un régime autoritaire où les libertés sont confisquées. Le régime de Vichy est un régime collaborationniste. Il fait arrêter les Juifs pour les déporter et envoie des travailleurs en Allemagne pour soutenir l'effort de guerre.